Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette nuit, un peu tard, pour vous parler du deuxième épisode de la saison 7 de Game of Thrones, donc qui a eu lieu il y a 2 nuits de cela. Je l'ai regardé et il était vraiment pas mal du tout. Et on monte déjà en puissance. Le premier était déjà vraiment parti sur de bonnes bases. On plantait un peu le décor, on replantait un peu, on remontrait un peu tous les personnages, les alliances. On sentait que ça commençait à se mettre en place avec ce ver dragon qui était devenu vraiment le nerf de la guerre et un élément capital pour la suite de l'aventure. Et on a continué donc à suivre l'évolution des choses, les stratégies, les alliances. Et ce deuxième épisode était vraiment très intéressant et avec beaucoup d'action, notamment à la fin. On en reparlera juste après, ou un peu plus tard en tout cas. Alors, cet épisode qui s'intitulait donc Stormborn, du typhon, pour la traduction française. Alors on commence à Père Dragon, on voit Daenerys qui remet soudain en cause la loyauté de Varys. Il y a eu un vrai face-à-face entre les deux, qui était très intéressant, puisqu'elle accusait de trop souvent retourner sa veste au profit d'un nouveau gouvernant qui lui convient. C'est vrai qu'il était... Il va un peu là où le vent le mène, il faut le reconnaître. Et donc elle avait raison de se douter, de se méfier de lui. Mais il avait quand même répliqué en disant qu'il ne sert pas les rois, mais le peuple, ayant lui-même été victime des puissants dans son enfance. Mais Daenerys, qui était un peu quand même touché par son discours, lui fait finalement promettre de lui dire en face, le jour où il jugera qu'elle ne sert plus son peuple convenablement, et en contrepartie, elle lui fait la promesse de le brûler vif s'il venait à la trahir. Et bien entendu, il ne fait qu'acquiescer et il dit en gros, je n'en attendais pas moins de la part de la mère des dragons. Et ensuite, Daenerys reçoit la visite de Mélisandre. Et oui, Mélisandre is back, qui a fait un long voyage. Et Mélisandre lui suggère de faire alliance avec le Nord, donc avec Jon Snow, afin de renverser Cersei. Sur les conseils de Tyrion, Daenerys envoie un corbeau donc à Jon Snow. Ensuite, Daenerys et donc ses conseillers tiennent un conseil de guerre. Donc c'est une scène importante et intéressante. On voit vraiment toute l'équipe réunie avec donc Theon Greyjoy et sa sœur Yara, Olenna Tyrell, la vieille Olenna Tyrell, et Ellaria Sand. On voit donc Daenerys qui suggère à Yara de conduire Ellaria Sand avec sa flotte Ferney jusqu'à Lance Elion afin de préparer une armée Westerosi pour faire le siège de Port-Réal en simultané avec l'armée Tyrell qui attaquera la ville au même moment sur un autre front afin que la surprise soit totale. Le fait d'avoir une armée Westerosi aussi empêchera également Cersei de rallier le soutien du peuple contre un envahisseur venu d'un autre continent. Tyrion propose également d'envoyer les armées d'Immaculée et d'Othraki pour prendre la ville de Castral Rock, qui est vraiment un endroit stratégique, un siège de la maison Lannister, dans le but de couper toute tentative de retraite de Cersei. À la fin de la réunion, on voit Olenna qui en tête-à-tête avec Daenerys, puisqu'elle a demandé à lui parler. Et Olenna lui dit quand même de se méfier des hommes trop intelligents comme Tyrion, puisque effectivement elle reconnaît qu'il est intelligent, mais voilà, elle lui dit quand même de se méfier. Vergris de son côté, Grey Worm se prépare pour le départ lorsqu'il est interrompu en pleine nuit par Missandei qui lui reprochait de vouloir partir sans lui dire au revoir.
En ce moment-là, il lui révèle que qu'il était connu pour être quelqu'un qui n'avait jamais peur, et que maintenant il connaît ce sentiment car il a peur de ne jamais la revoir. Ensuite, Missandei lui répond, et finalement s'ensuit une scène torride, je pense, que beaucoup de gens attendaient visiblement, des lipisseuses notamment, toutes seules qui se disaient oh c'est trop mignon, ah, mais quand est-ce qu'ils vont baiser tous ces deux là, enfin voilà, bref, une jolie scène. Bon, j'ai pas bandé particulièrement, mais bon, on n'avait pas vu de cul depuis longtemps, donc ça faisait du bien un peu de cul, un peu de sein, voilà. Bref, à Winterfell, on revient à Winterfell, Jon Snow donc reçoit un corbeau, donc de la part de Daenerys, qui convoque les seigneurs de Westeros. Après maintes discussions avec les autres seigneurs du Nord, qui étaient tous en désaccord, craignant bien entendu un traquenard, puisqu'ils ne font pas confiance aux Targaryens et aux Tyrell, Jon Snow et Davos décident finalement de répondre à l'invitation et de se rendre vers le sud, mais uniquement parce qu'ils ont besoin des réserves de Verdragon, et qui se trouvent sous le château de Pendragon, et dont la composition, on le sait, s'est avérée très utile pour annihiler les marcheurs blancs. Et puis de plus, Jon dit, voilà, mon plus fidèle ami, Sam Tarly, s'il y en a bien en qui je peux faire confiance, c'est bien Sam Tarly. Il m'avait dit qu'à Pendragon se trouvait le fameux Verdragon. Donc, il a vraiment envie d'y aller. Il veut bien sûr faire des armes avec. Quitte, voilà, à rencontrer des gens qui ne sont peut-être pas forcément dignes de confiance, bien qu'il y ait aussi Tyrion aussi, et il l'a fréquenté un petit peu il y a très longtemps, à saison 1, à la garde de nuit, et il sait que c'est quelqu'un qui a un bon fond, donc il lui fait quand même confiance. Et en son absence, donc Jon va laisser Winterfell et le Nord entre les mains de Sansa, donc. Et avant son départ pour Pendragon, il se recueille une dernière fois dans la crypte où repose la dépouille de son père. Et là, on voit Littlefinger qui est présent et qui tente un peu un rapprochement pour évoquer notamment les sentiments qu'il peut avoir vis-à-vis de Sansa. Là, évidemment, c'était la chose à ne pas dire. Et Jon commence à le prendre très mal, à étrangler Littlefinger, et en le menaçant de le tuer de ses propres mains si jamais il essayait de toucher à sa sœur. À Port-Réal, Cersei, donc, qui a eu vent des intentions de Daenerys, a convoqué les derniers bannerets des Lannister du sud et du Bif afin qu'ils prêtent allégeance à la couronne et prennent les armes contre leurs ennemis du nord et de l'est. Qyburn en profite aussi pour lancer à l'assemblée que les dragons sont certes gigantesques et terrifiants, mais pas invulnérables pour autant. En effet, on voit ensuite une scène vraiment dans les profondeurs du donjon rouge, où on voit Qyburn qui montre à Cersei les crânes des anciens dragons Targaryens qui y sont conservés. Il explique que ces créatures puissantes peuvent être blessées, et donc si elles peuvent être blessées, elles peuvent aussi être tuées. Pour apporter cette preuve de ce qu'il avance, il arme une immense baliste nouvellement forgée. Il demande à Cersei de l'actionner, et là il y a un immense carreau qui transperce vraiment instantanément le crâne du plus grand dragon, à la grande satisfaction de la reine. Alors cette scène là, ça m'a tout de suite interpellé. Je suis un grand fan de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça. Si vous avez vu le Hobbit, le film notamment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette fameuse flèche noire qu'a utilisée Bard pour tuer Smaug, le dragon, avec cette énorme arbalète. C'était quand même très proche de cela. Ça m'a vraiment fait penser à cela, et
je ne doute pas qu'il y ait eu une référence au Hobbit et donc à cette flèche noire à travers cette scène. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire, mais pour moi ça me paraît évident. Reprenons donc le cours des choses. Alors ensuite, on voit Jaime qui essaie lui avec difficulté de persuader Randyll Tarly, le père de Samuel Tarly, de le persuader d'unir son armée à l'armée Lannister. Mais bon, on le connaît, le seigneur de Corcolline, c'est quand même un dur à cuire et très difficile à convaincre. Il rétorque qu'il restera fidèle à la maison Tyrell et à Haut-Jardin, quoi qu'il arrive. Jaime, dépité, du coup, il prend un peu conscience que la maison Lannister est complètement isolée et qu'il n'a pas beaucoup d'alliés de poids. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on va à la citadelle. On voit Sam qui examine Jorah Mormont dans le but de l'aider, mais l'archimestre déclare qu'il n'y a absolument aucun remède à un stade aussi avancé de la grise écaille. Et que Jorah est condamné en fait à 10-20 ans, il pourrait vivre 10-20 ans. Par contre, au niveau de son esprit, de son mental, il en aurait que pour très peu de temps, à peu près 6 mois si je me trompe pas. Mais plus tard dans la nuit, et à l'insu de tous, Sam entre dans la cellule de Jorah et il commence à lui retirer les tissus de peau infectés en suivant les instructions d'un vieux manuel écrit par un ancien maître de la citadelle. Il explique son geste pour la mémoire de Jeor Mormont, qui est le père de Jorah, et donc l'ancien Lord Commandant est tué, qui l'avait pris sous son aile au mur, faut-il le rappeler. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jorah lui demande s'il avait déjà fait ça. Bien sûr, il lui dit que non, mais qu'en même temps, c'est tout ce qu'il aura sous la main, donc il n'y a que lui pour le faire, en gros. C'était une scène qui était vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, hyper réaliste, en tout cas très bien faite. Mais ces écailles, ce pu, et cette peau arrachée, ces écorchures, c'était terrible à voir. Et j'imagine bien heureusement qu'il avait une sorte de lanière à mordre, Jorah, parce que sinon il aurait gueulé comme un veau et il se serait fait griller très vite. En tout cas, voilà, ça a l'air bien parti quand même, la potion, en tout cas son remède, et j'ai hâte de voir comment va guérir. Enfin, en tout cas, on pense, en tout cas. Que Jorah va guérir, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. De son côté, on voit Arya qui descend vers le sud et qui revient dans une auberge qu'elle avait déjà vue, et elle retrouve Tourte Chaude, le grand retour de l'homme du gigantesque Tourte Chaude, qui lui apprend que les Bolton elles sont morts en fait, et à l'issue de la bataille des bâtards, et que c'est maintenant Jon Snow qui siège, donc son frère, qui siège à Winterfell maintenant en tant que roi. Donc elle ne le savait pas, elle apprend la nouvelle et du coup elle décide de finalement rebrousser chemin. Donc elle ne va plus vers le sud, mais elle se dirige vers Winterfell. Du coup au chemin, on la voit dans le froid en train de faire un petit feu, et elle se retrouve attaquée par une meute de loups. Et c'est là qu'une gigantesque louve fait son apparition, et elle reconnaît, en tout cas elle semble reconnaître sa louve à elle, Nymeria, qui avait complètement disparu de la circulation, puisque on savait qu'il restait encore 2 loups du côté de la famille Stark, il restait encore 2 loups en vie, c'était Nymeria et Fantôme qui est en tout cas le loup de Jon Snow, alors que Nymeria était donc la louve d'Arya. Et on se souvient que Nymeria avait défendu contre le prince Joffrey
Arya en mordant le bras de Geoffrey hein, quand il avait tenté de la frapper avec une épée. Et que du coup Arya, qui craignait hein, pour le bien-être de Nymeria, l'avait obligé à partir. Et après l'incident, on avait vu que la reine Cersei avait ordonné la mort de Nymeria, mais que en fait elle était introuvable et que finalement c'était le loup-garou de Sansa, hein, à savoir Lady, qui avait été tué à sa place. Et que en fait Nymeria elle était partie dans les conflans quelque part. On savait pas trop où ses allées et venues la menaient exactement. Donc c'était les grandes retrouvailles qui étaient un peu émouvantes, où donc Arya se rapproche petit à petit de Nymeria et elle, en fait, elle essaye de lui dire viens, on va rentrer à la maison, on retourne à Winterfell, viens. Donc là on voit quand même que Nymeria commence un peu à se calmer, puisqu'ils étaient quand même ils étaient vraiment très sauvages, hein, tous ces loups. Ils étaient prêts à la bouffer toute crue, et finalement, Nymeria décide de faire demi-tour et de s'en aller avec toute sa meute. Et c'est là que elle dit qu'en fait elle trouve que ce n'est pas elle en fait. Elle dit à Nymeria, mais ce n'est plus toi, je ne te reconnais plus, tu n'es plus celle que j'avais connue. Et en même temps c'est normal, depuis toutes ces années c'est normal, on change, on évolue, on ne s'est plus vu depuis des années et voilà, la louve va retrouver sa liberté, elle est accompagnée de sa meute, et en fait Arya, voilà, elle la reconnaît plus tout simplement. C'est plus celle qu'elle a connue. Mais c'était quand même une belle scène qui était plutôt émouvante. Enfin, la dernière scène, longue scène mais très belle scène, c'est la mer où on voit la flotte Fernet qui est en route donc vers Lancélion, mais qui essuie une tempête. Alors juste avant c'était drôle puisque on voyait un petit rapprochement entre Yara et Ellaria Sand, hein, et donc sous les yeux de Théon, hein. C'était assez drôle cette scène un petit peu de saphisme, mais qui n'a pas malheureusement duré longtemps, hein, puisqu'elle a été très vite interrompue au moment de la tempête. Donc Yara sort, elle dit à Ellaria reste là, reste à l'intérieur, et elle arrive avec son épée, et là on voit cette attaque spectaculaire menée par la flotte de Euron Greyjoy, hein, son oncle, l'oncle de Yara et de Théon, qui eux-mêmes prennent les armes, hein, contre l'armée de leur oncle, tandis que les aspics des sables combattent personnellement Euron. Mais Euron est vraiment très fort. Finalement il arrive à tuer Obara et Nymeria. Donc deux des filles des sœurs aspics, hein, sont décédées. Et finalement il capture Ellaria Sand, Yara et Tiéné, donc la dernière sœur aspic encore en vie, des sœurs aspics des sables. Ensuite on voit une scène dans laquelle Euron capture Yara, menace de la tuer, et il y a Théon qui est devant ces deux-là, et Euron le provoque un peu, dit viens, et en fait il revit toutes ces sévices, toutes ces scènes terribles qu'il a vécues à l'époque avec Ramsay Bolton, et en fait il se dit non, je peux pas, et il craque en fait, et finalement au lieu d'essayer de sauver sa sœur, il préfère déposer les armes et s'enfuir en plongeant dans la mer, tandis que le reste de la flotte Fernet finit de se consumer dans les flammes de la bataille. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 2 de la saison 7. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet épisode, qui est
encore meilleur que le précédent. Et je me demande comment ils vont faire pour la suite, parce que j'ai l'impression qu'on va encore monter en puissance. Mais est-ce qu'on peut encore faire mieux que ce qu'on a eu là? Parce que cet épisode, il était quand même vraiment pas mal du tout. Donc forcément, on a hâte de voir la suite. Hein, ils nous ont vraiment bien tenu en haleine. Hein, on est hypé de ouf là. Et puis voilà, avec Yara, Elaria Sand, Etienne, qui sont capturés par Euron Greyjoy. Bah, on se doute que ça va être ça, hein, c'est surtout, et en particulier Yara, qui va être l'appât, enfin ce cadeau, ce fameux cadeau exceptionnel qui va forcément donner, enfin montrer à Cersei en échange d'un mariage, comme il l'avait dit et comme il l'avait promis dans l'épisode précédent. Donc j'ai hâte de voir aussi la réaction de Cersei lorsqu'il va lui présenter ses captures. Voir si elle va pas changer d'avis, pourquoi pas. Et puis voir aussi la réaction de Jaime par rapport à ça aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et puis il est bien entendu la rencontre entre Jon Snow et Daenerys qui va être très intéressante, qui risque d'être un peu tendue, je pense. Et puis aussi Tyrion, voilà, les vieilles retrouvailles Tyrion-Jon Snow. Et puis surtout, quand Jon Snow, la réaction quand il va voir Mélisandre, qu'il avait dégagé dans l'épisode précédent, hein, enfin en lui disant... non, c'était pas l'épisode précédent, c'était la fin de la saison 6, où il lui disait si tu reviens dans le Nord, je te tuerai. Et pareil pour Davos, qui ne voulait plus revoir Mélisandre dans les parages. Donc ça va être très intéressant ces retrouvailles. Et moi je suis bien chaud pour la suite de ces aventures. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce résumé complet de la saison 7 épisode 2. On se retrouve maintenant pour la prochaine vidéo qui seront les réactions de Battleground, puisqu'à l'heure actuelle on est la nuit de mardi à mercredi et je n'ai pas encore vu le pay-per-view, donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Donc je vais vous faire ça de toute façon dans la semaine, plutôt vers la fin de semaine je pense, mais j'essaye de faire ça le plus vite possible. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et voilà, me dire si ça vous plaît de faire que je fasse des vidéos sur Game of Thrones. Et un peu à m'encourager, parce que voilà, je me donne du mal. En tout cas, on se retrouve très vite. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive Game of Thrones. Ciao à tous.